Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Uniquement les histoires mystiques, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on poste tous les jours sur DMG TV, YouTube, à 12h00. On a une deuxième chaîne qui est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h une histoire. Nous avons une troisième chaîne qui est DMG TV Backup, au cas où la première chaîne se perd parce qu'on a perdu une chaîne une fois. Et on a décidé de faire une chaîne Backup où on poste tous les 13h30 une nouvelle vidéo. Nous avons aussi DMG Production où on réalise des courts-métrages, parfois inspirés des histoires mystiques que nous écoutons sur la page. Je vous invite à vous abonner à DMG Production sur YouTube. Donc tapez seulement DMG Production ou alors regardez dans la description, vous allez voir le lien DMG Production, cliquez dessus, abonnez-vous là-bas. Il y a plusieurs courts-métrages que nous avons tournés, plus de 10 déjà que nous avons tournés. Et on poste là-bas tous les lundis à 17h. Tous les lundis, 17h, nous postons une nouvelle vidéo, un nouveau court-métrage, un nouveau film. Voilà. Donc, nous allons écouter les histoires d'aujourd'hui. S'il vous plaît, likez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Likez, ça ne coûte rien. Laissez un like. Merci. Écoutons la première histoire. Bonjour DMG TV. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette histoire. Partagez, commentez, likez. Bon. Et cette histoire que je vais vous raconter là, c'est celle de mon petit frère, que je vais appeler Cédric. La dernière fois, je vous avais dit dans l'une de mes histoires que mon petit frère avait été mordu en rêve par une revenante. Et c'est depuis ce jour-là, mon petit frère, ses boubous ont commencé. Lui, parmi tous nos frères, était le plus intelligent. Mon papa, il vantait ses mérites. Ah, mon fils, là, il connaît papier. C'est lui qui va sauver cette famille-là. Lui, là, il était vraiment, mon petit frère était vraiment surdoué. Il était fort partout. Et depuis la mort de notre papa, puisque nous-mêmes, on a perdu, nous-mêmes, parce que moi-même, j'ai perdu ma mère particulièrement parce que lui et moi, on avait la même maman. Plus une autre soeur qui me suivait, donc on était trois. Lui, il était le dernier de ma maman. Donc, depuis l'histoire où la revenante l'avait mordu là, le petit est devenu autre chose. Il est devenu autre chose, il a commencé à s'adonner à l'alcool. Il buvait, il buvait, il buvait, il buvait. Même souvent, même, il ne boit rien de bon. Un petit verre de koutoukou. Koutoukou, c'est la boisson locale de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens connaissent, on appelle koutoukou. C'est une liqueur locale qui est faite à base de je ne sais pas quoi. Bon, bref, c'est une liqueur locale. Et donc, le petit va avoir un petit verre, une gorgée de cette liqueur-là. Il est déjà saoul. Il dégame, comme on le dit. Il fait n'importe quoi. Et quand je me suis mariée, j'ai fait venir mon petit frère chez moi à la maison. Je suis passé avec lui partout. 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 Pour le désenvoûter. À l'église. Aller même chez les marabouts. Et telle personne soigne ça. Telle personne peut délivrer ton petit frère. Je l'envoie là-bas. Même mon mari. Partout, 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 je l'envoie là-bas. Ça fait un jour même, il y avait un autre. On était parti avec lui quelque part pour le désenvoûter. Et quand le monsieur a fait ses incantations, a fait son bain, tout et tout, quand le monsieur même, parce que on n'était plus à Abidjan, voilà, mon foyer était, j'étais mariée dans une ville de la Côte d'Ivoire, centre-ouest, on appelle Daloa. C'est là que je vivais maintenant avec mon petit frère, il est venu dans mon foyer, que je puisse le surveiller, puisque Abidjan, vraiment, il n'y avait personne là-bas. Nos mamans n'étaient pas à la maison. C'était vraiment chacun pour soi, quoi. Chaque femme s'occupe de ses enfants. Bon, vous voyez hein, la famille polygame, là. Chacun s'occupe de ses enfants. Nous, on n'avait pas de maman. Donc, moi, j'étais considérée comme leur maman, puisque moi, j'étais l'aîné de la famille. Et donc, le monsieur qui a soigné mon petit frère, là, il a mis dans un cas pour qu'il vienne à Daloa. Le monsieur il a soigné, il était à Vavois. C'est une autre ville encore de la Côte d'Ivoire, Vavois.
Le monsieur était à voir. Donc, et quand le monsieur, il partait à la maison, il était à moto. Et sa moto a failli prendre feu. Il a appelé mon mari. Ah, ton beau là, son affaire est compliquée. Dès que j'ai fini de le soigner, ma moto a failli prendre feu. Puis l'enfant, le jour où il est arrivé à la maison même, il partait fermer la porte. Il y avait un gros serpent, c'est pas où le serpent l'a quitté. Le serpent, on a crié, oh serpent, serpent, serpent. On est sorti, on voulait tuer le serpent a disparu. Ah, vraiment, c'était vraiment. Et cette période-là, il a fait 6 mois sans toucher l'alcool. Il était bien, il partait à l'église, tout et tout et tout et tout. Et donc, 6 mois après encore, il a repris encore de plus belle. Et là, c'était encore grave. Il a repris de plus belle. Et comme ça, quitté au travail, il était assis avec ses amis. Ce jour-là même, là, il n'avait pas bu. Il était assis avec ses amis quelque part, il discutait, bavardait entre amis après le travail. Et ce jour-là, il était avec ses amis. Les amis disent qu'il se lève, il s'assoit, il rentre, il s'assoit. On dirait que quelqu'un qui est plus par. Quelqu'un qui veut même rentrer en transe, qui veut. À tout qu'il faisait les choses de démence. Bon, il est là, il sort, il se lève, il s'assoit. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est dit, tu as quoi? Et il voulait traverser. Il y a une moto. La moto venait en sens inverse. Lui, il était avec une fille, il voulait traverser. La moto est venue cogner le petit. Et ça l'a tué sur le champ. Il n'y avait même pas de sang. La moto l'a tué sur le champ. On m'a appelé. J'étais à la maison, la servante est venue m'appeler. Ah, tanti, on dit moto a renversé ton petit frère. On est parti à l'hôpital. C'était déjà tard. Et moi, dans mon songe, et après ça, le jour, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré. Oh. J'ai pleuré parce que c'était le seul qui me restait. Ma petite soeur qui me suivait aussi, elle a décidé aussi d'une manière mystérieuse. Et là, je vais raconter encore ça une autre fois. Et c'est comme ça que, dans mon songe, mon petit frère m'a dit que, ah, on a une tante là à la maison là-bas. Je vais lui donner le nom de Tina, un nom d'emprunt. Que c'est Tina qui m'a tué qui m'a tué mystiquement. Et elle est venue me déposer devant la moto que Tina est dans une confrérie de sorcellerie. Là-bas, elle est la patronne que c'est qui m'a tué. Et puis, elle est venue me déposer sur la route pour faire croire à un accident. Donc, voilà, c'était ma petite histoire que je voulais raconter. Mais même en racontant cette histoire encore même, j'ai encore de larmes aux yeux. Parce que c'était le seul petit frère qui me restait. Du côté de mon maman. Mais là, aujourd'hui, je suis seule. Avec plein de maladies. Et voilà, c'était là mon histoire. Si je n'étais pas vraiment chrétienne aujourd'hui, là, je n'étais plus de ce monde. Donc, c'est pour vous dire que priez sans cesse. Priez sans cesse. Si vous n'êtes pas chrétien, faites quelque chose. Allez voir vos marabouts ou bien quoi. Ceux à quoi vous avez confiance pour pouvoir vous protéger. Dans la vie, là, un homme ne laisse pas comme ça. Sans protection, c'est pas bon. La sorcellerie, là, elle existe bel et bien. Regardez un homme qui était promis un bel avenir. Regarde comment il a terminé dans l'alcool. Et rien. Et nos parents aussi, ils vont faire aussi, qu'on appelle ça, ils vont lancer leurs enfants. Ah, mon enfant là, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci. Tous ceux à qui on raconte là, c'est pas eux tous qui sont contents. Surtout dans une famille polygame, où chaque maman, chaque femme veut voir son enfant à la tête. Donc, le papa aussi, en quelque sorte aussi, il a vendu son enfant. En vantant son fils, lui là, il est trop beau. À l'école, là, il est bien, il est comme ci, il est comme cela. Les gens vont dire, ah, bravo, ton enfant, il est bien. Hein? Mais tous ceux qui disent cela, vous ne savez pas si c'est réel ou bien si c'est pas hypocrisie pour passer derrière pour aller faire quelque chose. Donc là, c'était mon histoire et voilà, bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. DMJ, je profite aujourd'hui, je vais te raconter peut-être 2 ou 3 histoires parce que j'ai un peu de temps avant que les bruits n'arrivent. DMJ, la deuxième histoire, j'ai parlé ici une fois d'une de mes sœurs
Je lui ai donné le sobriquet de la sœur d'une autre mère. Mais aujourd'hui, je vais lui donner le petit nom de Nanou. Ça, c'est un nom un nom pour que je me rappelle, quoi. Voilà. Nanou. Non, c'est une femme aujourd'hui. Elle a toujours eu ce lien direct avec le monde spirituel. Elle voit, elle me disait toujours que quand elle était petite à l'époque, on passait les informations des décès à la radio. Donc, elle voyait ces gens défiler devant elle en partant. Donc, quand on lit un nom, elle voit la personne traverser. Elle peut peut-être pas identifier, mais elle voit la personne passer avec la tête baissée. Donc, je viens raconter aujourd'hui son histoire. Elle a vécu une histoire étant à l'université. Elle n'était plus à côté des parents. Dans le quartier où elle vivait, il y avait un couple marié qui avait des enfants. Ils avaient à l'époque, je crois, 4 enfants. Voilà, 4 enfants, dont un garçon et le reste des filles. Malheureusement, le responsable, dont le mari, est décédé. Il a laissé sa femme jeune, avec ses 3 enfants, avec ses 4 enfants, pardon. C'est un monsieur qui était commerçant. Donc, un jour, en rentrant du marché, non, c'est même pas en rentrant du marché. Je lui dis, un matin, quand il se préparait à aller au marché, sa femme allait au marché. Lui, il allait vendre et elle allait acheter au marché à proximité du quartier. Là, lui, là, il était à peut-être 2 taxis de. Il était plus éloigné, en fait. Le marché où on vendait était plus éloigné. Donc, quand il sautait, il devait sortir ce matin. Ce matin, il s'était réveillé un peu tard. Sa femme lui demande que, ok, papa, tu ne peux pas travailler aujourd'hui. Il dit que non, si, j'y vais. Donc, j'ai le temps de me verser de l'eau. Je vais aller au marché. Sa femme dit, ok, d'accord. Je cours au marché. Et puis, sûrement, on va plus se voir. Il dit, d'accord. Quand la dame rentre du marché, c'est sa fille, la cadette de l'époque, qui lui dit, maman, il y a papa qui est là-bas aux toilettes. C'était les toilettes traditionnelles. Ah, papa aux toilettes comment? Elle dit, pardon, ne me dérange pas. Papa aux toilettes comment? Papa, je suis parti le matin, machin, vous étiez en train de vous préparer pour l'école et lui se préparer pour aller au travail. Pardon, ne m'emmerde pas. Elle fait ses travaux. La petite vient encore insister. Il y a papa qui est là-bas aux toilettes. Papa aux toilettes comment? Elle dit que pardon, faut pas m'emmerder. Je vais donner il faut pas que je m'embrouille parce qu'après je vais sortir les noms comme ça. Je vais donner à la petite le prénom de Nathalie. Que Nathalie, pardon, Nat, ne m'emmerde pas. Ouais, pardon, ton père est parti depuis. L'enfant revient la 3e fois. Quand elle revient dans la 3e fois, c'est là où la mère dit, hey, la fille, s'il peut être sérieuse. Elle se lève, elle est en train d'apprêter le repas. Donc je pense éplucher la banane. Elle se lève, elle va aux toilettes, elle trouve son mari assis, je pense, au sol, avec la bave qui coulait de la bouche. Il était déjà décédé. Elle a lancé un cri. Elle lance un cri comme ça. Elle alerte le quartier. On arrive donc, on voit que le monsieur est déjà parti. On fait le nécessaire, on a fait le deuil, on a enterré le monsieur. Et Nanou, qui est ma soeur à cette époque-là, ma soeur d'une autre mère, à cette époque-là, était petite. Elle avait moins de 10 ans. Mais je me rappelle de l'histoire comme si c'était hier, la fille là. Elle dit, le temps est passé. Nous, on a enterré le monsieur, on a fait le deuil. Et puis, voilà, c'est passé. Les années sont passées, plus de 20 ans après. Nanou est à l'université. Elle dort. Après ses études, elle s'est endormie. Elle se réveille. Quand elle se réveille, elle se souvient de son rêve. Elle rêve qu'elle a vu le papa. Le papa est venu lui dire que, ma fille, tu es ici. En passant, le papa là, c'est je pense, un Banganté. Et sa femme est un mélange Banganté et un village anglophone. Ma fille, tu es ici. Elle cause avec le papa. Le papa lui dit que, pardon, il faut que tu dises à ma femme que le terrain là, elle ne doit pas vendre ça. Va, tu lui dis comme ça, comme ça, comme ça. Bon, j'ai plus l'histoire exactement dans la tête, mais je résume un peu, non, pour aller plus vite. Va, tu lui dis de ne pas vendre le terrain là. Parce que
c'est important que le terrain là soit là. D'accord. Maintenant, quand elle se réveille, elle prend le téléphone. Elle appelle sa mère. Elle lui dit, Ma, tu te rappelles du papa comme ceci, comme cela, le père de Nathalie qui est de... La maman dit, oui, je me rappelle. Il y a quoi, ma fille? Moi, le père est venu me visiter cette nuit. Parce qu'elle est comme ça, elle est cachée. Elle n'est pas là pour dire que non, le père est venu me visiter cette nuit. Ah, et comme sa mère connaît qui elle est, sa mère lui dit que il est venu te visiter. Il t'a dit quoi? Elle dit que le père est venu me dire que le terrain là qu'on connaît là, il ne faut pas que sa femme vende ça. Que je dois dire à sa femme de ne pas vendre le terrain là. Ah bon, oui. Bon, maintenant, alors, tu veux que je fasse comment? Elle dit, il faut que tu donnes le téléphone. Non. Après, elle dit, non, va un peu, tu dis ça à la mère, là, comme ça. Moi, je ne sais pas, mais dis-lui comme ça. D'accord. C'est comme ça que la mère aussi attend que la voisine rentre. Et elle lui fait part du topo. Que voilà, comme ceci, comme cela, comme je vous ai raconté. La femme reste, elle dit d'accord, elle a compris. Elle reste tranquille. En tout cas, elle avait déjà repris sa vie. Je pense qu'elle était en couple avec un autre homme, mais pas dans cette concession. C'est des enfants qui étaient là-bas. Maintenant, l'année scolaire ou bien l'année académique finie, voilà, Nano, j'ai dit qu'il rentre au quartier. Quand elle rentre, je pense que c'était les années 2019, 2019-2020. Quand elle rentre, la maman de l'appeler, de la prendre à huis clos dans la construction du père de Nano. Elle dit que tu dis que tu as vu mon mari. Elle répond que Maté, je ne sais même pas ce que le père là, mais je l'ai vu, il m'a dit comme ceci, comme cela. Elle dit, hey, tu es sérieuse? Elle dit, oui, maman, je te dis. Ouais. Elle dit que ma fille, moi, je ne peux que te croire. Tu sais pourquoi? Elle dit, non, maman. Je ne peux que te croire parce que le terrain là, tu vois ta soeur là, dont sa fille est née. Il y a eu comment ça s'appelle? On dit communément encore au pays, un réseau, voilà, de la police. Et le réseau de la police m'a demandé, c'était plus de millions, 1,6 million. Donc moi, je suis restée, pauvre veuve que je suis, l'argent, non. J'ai dit que je n'ai pas l'argent. Mais ma copine en question, comme elle avait les moyens, m'a dit, ok, comme tu n'as pas l'argent, il faut que tu vendes ton terrain. Tu sauves, au moins un enfant va tirer les autres. Donc le terrain là, comme tu as dit à ta mère, la même semaine, il y avait déjà un acheteur. Je voulais déjà vendre ça. Mais comme tu m'as dit que le père a dit comme ceci là, ça va, je ne vends plus. Elle est restée. Comme je vous dis, la famille DMG. La fille n'a pas fait le concours de la police. Elle vivait déjà en couple avec un monsieur. Son autre soeur était en mariage. La cadette, elle était là aussi à se battre dans la vie avec le commerce. Et le garçon se battait aussi avec le commerce. Les années passent encore. Voilà que les enfants s'associent. Ils arrangent la maison de leur père. Parce qu'à l'époque, la maison était en... On appelle ça au carabout. C'est carabout, je pense bien. Oui. La maison était en carabout. Donc, on détruit la maison. On met la maison en dur, pas peint. Les enfants arrangent bien la maison. La mère la quitte encore. Elle part voir ma soeur. Pour lui dire que, je suis en train de voir de mes yeux. Ce que mon mari avait dit que je ne dois pas vendre là. Voilà ça que les enfants ont déjà mis en valeur. Oh, du reste seulement, j'écoute que à toi. Il n'est pas passé te voir tout le temps. Elle dit non, comme le père était passé depuis là, il n'est plus jamais passé. D'accord. Les années passent encore. Voilà l'une de ses filles, la cadette là. La dernière fille, le dernier enfant qu'elle a eu avec son mari, qui est allé en France. Quand l'enfant est allé en France, la nouvelle est allée trouver sa mère. Parce qu'entre-temps, ma soeur là, elle n'est même plus dans leur ancien quartier là. Elle allait trouver sa mère que voilà la fille qui est allée en France, partie par temps. La mère s'est dit, ah, non, mais le père là, ouais, il avait vu ça. Donc la lettre qui venait donner comme ça à ma fille,
Uhum. C'était pour lui dire, pour dire à sa femme que reste tranquille, calme-toi. Tu es pressé pourquoi que les enfants doivent briller. Ils sont nés pour briller, ils vont briller. Attends, tu vas voir. Ils ont déjà rangé la maison, non. C'est pas fini. Donc je raconte cette histoire parce que ma soeur, là, Nanou, là, elle est venue m'interpeller l'autre jour, ça m'a rappelé ça. Pour me dire que c'est maintenant le fils qui est venu la voir en rêve pour lui dire que est-ce que papa n'est pas venu te voir depuis me concernant? Parce que je veux savoir, ma vie ne donne pas. Donc c'est là où donc je me suis rappelé de ces histoires. Je dis que non, il faut que je parle même de l'histoire de la DMJ. Elle m'a dit que ah, maman, tu parles de DMJ. Non, est-ce que moi j'ai un problème? Il faut dire à DMJ que les gens qui pensent toujours que le mystique là, c'est mauvais dès qu'on voit mystique, surtout les Africains, parce que même les Blancs nous dépassent dans ça. Hein. Ce qui se passe dans le mystique là, eux ils viennent réaliser ça en physique, mais dans le bon sens. Mais comme nous, on est déséquilibré, comme j'ai dit précédemment, on fait la sorcellerie dans le mauvais sens. Il faut dire même que tous nos artefacts et tout reviennent, qu'on prenne conscience de qui on est réellement. Même les sorciers là même. Hein. On va les combattre jusqu'à quand si on ne prend pas conscience. Il faut prendre conscience. Elle m'a dit ça. Que non, l'affaire là n'est pas finie, c'est en cours. Et cette famille est protégée. Je veux pas. DMG, je suis il y a 11 minutes, c'est beaucoup. Et donc, je pense revenir sur l'histoire un autre jour. Parce que le père, là, il est décidé comme ça. Mais c'était pas une mort simple. Hein. Quand on est entré dans les détails, vu que sa femme avait une branche du côté des anglophones là-bas, hein, c'était que. Comment ça s'appelle? On appelle ça quoi? Le con. C'était le con. Et la personne visée, c'était la femme. Mais comme elle est du village des anglophones, ah, elle a été interpellée avant. On est allé faire le retour à l'envoyeur qui est parti sur son mari. Hein. Et il est parti. Bon, bref, je reviendrai sur l'histoire un autre jour. Mais je dis encore, faisons attention à nous. La sorcellerie, là, c'est un couteau qu'on utilise en bien ou en mal. Que chacun soit éveillé. Ne venez plus sur vous plaindre. Quand vous marchez là, et que vous avez l'impression que vous avez vu quelqu'un qui n'a pas la tête, c'est ça. Mais c'est que comme vous voulez toujours revenir dans la logique, après vous voyez l'impression de tête. Vous avez quelque part, il y a les gens qui marchent ici sans tête, ou bien la tête est au niveau du bas. Il y a les gens qui marchent avec les queues. Il y a les gens qui... C'est là. C'est que nous sommes dans une dimension physique, on voit seulement avec nos yeux. Mais les gens qui voient dans les 4 dimensions là, vous voyez tout ça, ils sont déjà habitués, ils n'ont plus peur de rien, ça ne leur dit rien. Mais c'est seulement qu'ils sont avertis. Ce qui m'énerve même dans ça, c'est que nous qui sommes seulement dans une seule dimension-là, on est limité. Alors que les gens qui viennent sans tête, avec les queues, avec les machines, comme ils maîtrisent toutes les dimensions, les gars n'ont pas de souci. Hein. Soit il te fait du bien, soit il te fait du mal. Ça dépend de l'énergie, l'échange d'énergie que tu as avec. Donc, à bon entendeur, salut. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonjour DMG et bonjour à toute la communauté DMG. Je reviens raconter mon histoire. Parce que la première fois, j'ai raconté, mais je me suis rendu compte que je tirais un peu en long. Donc, je vais essayer de vraiment pas me répéter parce que ce n'est pas évident de raconter. Je vous suis depuis la création de la page et j'ai toujours eu le trac de monter raconter mon histoire. Donc, je tire un coup de chapeau à toutes ces personnes-là qui racontent des histoires. Mais je pense qu'en racontant la première fois, après, ça va aller. Donc voilà, je suis une jeune Camerounaise vivant dans la ville de Douala. Il y a quelques années, genre peut-être 4 ou 5 ans comme ça, je sortais avec une de mes amies. Et du coup, on allait à une soirée que les gars organisaient le dimanche ici à Douala. Et la soirée avait un nom. Donc chaque dimanche, ils organisaient ça. On mangeait et tout. Et après, ça finissait peut-être en boîte, dans des snacks et tout. Je ne vais pas donner le nom. Donc, ma copine est venue me chercher. Arrivant en route, vraiment, puisqu'on a pris la moto, et chez nous, les Benskinois, on les appelle les Babana, les gars du Nord. Ce sont des gars qui peuvent très vite s'emporter pour un rien. Donc, je ne sais pas quel malentendu on a eu. Le gars a garé sur une rue qu'on venait de raser. Aujourd'hui, on appelle la route là Bonabo. On venait de raser la route là. Donc, il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait pas de lumière et on agressait beaucoup sur cette route.
Il s'est fâché, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Quand le diable vous avoir, il met tout en place. Il a garé, il nous a demandé de descendre. Je lui ai dit, papa, pardon. La route est noire. Il n'y a pas encore beaucoup de circulation ici, étant donné qu'on vient de raser la route. On n'a même pas encore fait la route. C'est non, on va faire comment ici pour trouver une moto à cette heure. Il était minuit. Le gars a dit que je m'en fous. Je veux même plus votre argent. Il a fait demi-tour, il l'a déposé là. Cette rue était noire, mon Dieu. Ma copine m'a dit que ici, là, la première voiture, la première moto qu'on voit, on stoppe. Bien qu'on n'avait pas l'habitude de monter dans les véhicules des inconnus, mais vraiment, on n'avait pas le choix. Donc, quand elle a vu la première voiture, elle a fait l'autostop, la voiture s'est arrêtée. Elle m'a mis dans le choc. Pourquoi? Parce qu'elle s'est assise, elle a ouvert la porte de derrière, elle est entrée. Étant donné que ce n'est pas un taxi, je ne pouvais pas la suivre derrière. Étant très énervée, je suis quand même montée devant, puisque je n'avais plus de choix. Et quand je monte, le monsieur essaie de sympathiser avec nous. Vous allez où? J'ai eu une très mauvaise impression. Je vous assure, dès que je suis entrée dans la voiture, mais vous connaissez les filles, la jeunesse. On lui a dit qu'on va à tel endroit, il nous a accompagnés, il a mis 2 bouteilles de champagne et il nous a laissé, il nous a dit non, moi je suis en train de rentrer. Et moi, par reconnaissance, puisqu'il était intéressé par moi, et par reconnaissance, il m'a demandé mon numéro. Et je me suis dit que, bon, il vient de nous offrir 2 bouteilles de champagne. Si je ne donne pas mon numéro, peut-être il va mal prendre ou bien ça va mal se voir. J'ai donné mon numéro. Je n'étais pas du tout intéressée. J'ai donné mon numéro, il est parti. Il m'a invité 1, 2, 3 fois. Je suis partie, bien que je ne le sentais pas. Mais les filles, on connaît les filles. Et la première fois, il m'invite, il me donne 30 000. La deuxième fois, 50 000. Et c'était toujours dans des endroits publics. Je me rassurais toujours que ce soit dans des endroits publics parce que je n'étais pas intéressée. Mais je partais quand même. Donc, évitez de me bombarder dans les commentaires, je vous en prie. Et maintenant, j'avais constaté qu'à chaque fois, il ne mangeait pas. Il me regardait manger avec appétit. Je lui ai demandé une fois, mais pourquoi tu ne manges pas? Il m'a dit, c'est quoi? Tu as peur? Comme ça, j'ai lancé une petite blague, genre, j'espère que tu n'es pas un sorcier. Parce qu'il y a des gens qui font comme ça. Après, ils rentrent manger des choses pas très catholiques. Enfin, j'étais en train de parler des personnes qui mangent les excréments. J'avais l'esprit très ouvert, très, très ouvert. Donc, j'étais très superstitieux. Je connaissais quand même qu'il y a les sorciers, donc je n'étais quand même pas avisée. J'ai lancé ça comme ça. Il m'a regardé, d'un œil un peu sournois. Il a ri et il m'a dit, et si je suis un sorcier, ça fait quoi? J'ai dit clairement que je n'ai pas peur de ça. Juste comme ça, alors que j'avais peur des sorciers, mais on discutait comme ça. Et j'ai trouvé ça très intriguant. Mais bon, après, on est passé à autre chose. Nous sommes sortis peut-être 4 ou 5 fois. Il ne mangeait pas. Il regardait mon plat. S'il faisait trop, il prenait du thé, de l'eau ou bien des frites. Donc, il grignotait dans mon plat, mais jamais il n'achetait un plat de nourriture. Et maintenant, un jour, il m'a invité où il travaillait parce qu'il gérait, bref, je ne vais même pas rentrer dans les détails là. C'est quelqu'un qui avait quand même assez d'argent. Il m'a invité dans son bureau. Quand je suis entrée dans son bureau, j'ai eu très froid tout d'un coup. Et je me suis assise à l'entrée parce qu'à l'entrée de son bureau, il y avait 2 chaises. Il y avait son bureau, sa chaise et la chaise en face de son bureau. Mais je me suis assise au fond. Il me dit, non, mais pourquoi tu t'assois là-bas? J'ai vu 2 portraits, enfin, je crois que c'était un portrait avec 2 enfants dessus. Et c'était de très grands portraits, comme les portraits qu'on fait pour les cérémonies de deuil. Excusez-moi, je suis un peu bègue et quand je commence à être très concentrée, j'aurais tendance à bloquer. Mais je vais vraiment faire l'effort. Je lui demande, mais ce sont les photos de qui? Il me dit, ce sont les photos de mes nièces, enfin de mes neveux, parce que c'était une fille et un garçon. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que quelqu'un va faire avec la photo de ses neveux dans son bureau et encore de très grandes photos déposées au sol? J'ai trouvé ça un peu bizarre. Je n'ai pas posé de questions. Je voulais rentrer, j'étais très mal à l'aise. Le bureau me faisait bizarre. Donc, du coup, il m'a demandé si je bois. J'ai dit non, je ne bois pas. Il m'a regardé en souriant. J'avais l'impression qu'il comprenait que j'avais un mauvais pressentiment vis-à-vis de lui. Mais je ne m'empêchais pas de venir. C'est parce que j'étais attirée par l'argent qu'il me donnait à l'époque. Là, pour moi, c'était beaucoup de recevoir 30 000, 40 000 juste en allant à un rendez-vous. Même le bisou, on n'avait jamais rien fait, il ne m'avait jamais rien demandé.
Et maintenant, un jour, il m'invite. Enfin, je suis avec mes copines à la maison, ils sont peut-être 6 ou 5. Il m'appelle, tu es où? Je lui dis que je suis avec des copines. Il me dit, OK, on peut se voir. Je dis que non, je ne peux pas laisser mes copines. J'ai prévu être avec elles. On va en boîte après. Il me dit, non, c'est pas grave, venez, on va faire un avant-boîte, je vous amène au restaurant. Il nous amène au restaurant. Quand on va aux toilettes, j'ai une de mes amies, c'est pas la même que au début. Celle du début, là, enfin, elle ne savait même pas que je discutais avec lui. Enfin, elle m'avait demandé une fois, j'ai dit que je discutais avec le monsieur, mais on avait arrêté de traîner ensemble la période-là. Donc, j'étais avec d'autres personnes. Il y a une amie parmi qui me demande, mais ton type là, il est un peu bizarre. Il ne mange pas, mais il regarde seulement nos plats. J'ai dit que moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre les premières fois, mais à chaque fois qu'on sort, c'est pareil. Elle m'a dit que ah, il ne m'inspire pas. Je lui ai dit que enfin, moi aussi, donc je ne suis pas la seule, je ne suis pas une folle. Bref, on a fini de manger. Il nous a déposé où on partait en boîte. Et j'ai mes copines qui sont parties. Et moi, je suis restée dans la voiture avec lui. Il me dit vraiment, je veux que tu m'accompagnes à l'ouest. Spontanément, comme ça, je me suis retrouvée en train de dire oui. Mais quand je sors de la voiture, je réfléchis encore, je me dis, je viens de dire oui à quoi? Quand j'entre dans la boîte, enfin, lui, il part. Je dis à ma copine qui m'a fait la remarque juste avant, elle me dit, ne voyage pas. Il t'a dit qu'il part, pourquoi? Je lui ai dit que non, il m'a dit que je l'accompagnais, c'était une cérémonie. Elle me dit que donc, ce n'est même pas le deuil, c'est une cérémonie. Tu sais que c'est pour faire quoi? Peut-être les traditions. Ne pas, appelle-le. Je lui dis que ouais, j'ai dit adieu. Elle me dit, mais appelle-le. Je dis que tu dis non, tu inventes une excuse. C'est ce que j'ai fait. Il s'est énervé, mais bon, c'est passé. Et maintenant, la dernière fois qu'on se croise, enfin, la dernière fois qu'on traîne ensemble, il avait constaté qu'à chaque fois que je partais à ces rendez-vous, je m'arrangeais que ce soit dans des lieux publics. Parce qu'il m'avait déjà invité chez lui, mais à chaque fois, je lui disais non, je ne suis pas disponible. Donc, la dernière fois, il m'appelle, il me dit, viens me retrouver à Bonapriso. Bonapriso, c'est un quartier de Douala qui est un peu chic et où il y a plein de restaurants. Donc, quand il m'invite à Bonapriso, moi, je me dis que voilà, on va dans un restaurant. Et j'ai précisé que j'espère que c'est un endroit public. Enfin, j'ai précisé que j'espère que c'est dans un resto. Enfin, de façon un peu discrète, je lui ai dit, on va manger. J'espère, voilà, c'est comme ça que je lui ai dit ça. Pour qu'il ne se dise pas que je veux seulement profiter de lui, je ne veux pas aller chez lui. Il me dit, viens d'abord. Quand j'arrive où il m'a demandé, parce que je ne connaissais vraiment pas cette rue-là, où il m'a demandé, je vois qu'il y a plein de maisons, je ne vois pas de restaurant autour. Dans ma tête, naïvement, je me dis, ah, peut-être il va venir me prendre et puis on va aller manger, parce que je faisais qu'insister dessus, que j'avais faim et tout. Donc, quand il a pris peut-être 30 minutes, j'étais en route à attendre, je suis déjà impatiente, je voulais déjà rentrer. Mais vous savez, je me disais que bon, quand on va se voir après, il va me donner mon argent, je vais rentrer, je vais acheter mes choses avec. Donc, il est venu, il me dit, monte. Quand je monte, au de prendre le sens, la route, le goudron, il entre dans le quartier. Quand il entre dans le quartier, mon cœur se met à battre rapidement, je vous assure. J'ai eu une montée de frayeur, je n'ai pas compris. Étant déjà dans la voiture, quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de rester, je ne pouvais pas descendre en courant. Et dans ce genre de situation, j'ai compris pourquoi beaucoup de filles te disent que j'avais de mauvais pressentiments, mais je suis allée chez lui. C'est-à-dire que je saurais pas comment vous expliquer. J'aurais bien pu dire que, enfin, au moment où il garait devant son immeuble, j'aurais pu dire que non, je descends et je fuis. Mais à ce moment, tu te dis que si je fais ça, il va trouver ça très bizarre. Autant mieux partir. Donc, on est allé jusqu'à chez lui. Et entre-temps, en route, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai envoyé un message à ma mère. Il dit à ma mère, je t'aime. Et des choses que c'est des choses que je n'aurais jamais fait. Et vous savez, en Afrique, on n'est pas, notre expression de l'amour, c'est pas par les paroles. Donc, ma mère m'a envoyé un message, elle m'a appelé, j'ai renvoyé, puisqu'il était à côté, elle me dit, tu es où? Je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas, je suis juste en train de rigoler. Donc, elle m'a dit, j'espère vraiment que tu rigoles, c'est parce que tu ne m'écris pas. Donc, j'ai dit que non, t'inquiète, il n'y a rien. Je rentre dans j'ai écrit à une amie, une autre amie, avec qui on était sortis le jour-là, mais pas celle qui m'avait fait la remarque. Celle-ci, c'était ma meilleure amie. Je lui ai dit que, tu vois, le monsieur avec qui on est sorti la dernière fois, le monsieur dont je te parle constamment là, que je te dis que je ne le sens pas, il me dit, oui, je suis avec lui, mais c'est comme si on est en train d'aller chez lui. Ça, c'était pendant qu'on roulait dans le quartier. Elle me dit, et tu vas faire comment? Je lui dis que tu sais que j'ai de mauvais pressentiments avec le monsieur. Donc, tu vas m'appeler dans 1 heure. Et quand tu m'appelles, je mets sur haut-parleur.
tu vas me gronder et te faire passer pour ma mère et me demander de rentrer rapidement parce que où je suis, je ne sais pas comment je vais faire pour sortir. C'est la seule chose qui me vient en tête. Elle me dit, d'accord, envoie-moi la localisation de où tu es, au cas où si dans une heure tu ne décoches pas ou bien tu ne réagis pas, je vais venir là-bas avec ta mère. Je lui ai dit, d'accord, j'envoie ma localisation parce que WhatsApp venait de mettre la mise à jour, donc pouvoir envoyer sa localisation en direct. J'envoie ma localisation en direct. Et je programme, genre, avoir la localisation pendant 8 heures. Donc, quand on descend de son immeuble, j'avais tellement peur. On monte chez lui, il me dit, assieds-toi. Sa maison avait 3 couleurs. Il y avait le rouge, il y avait le noir et il y avait le blanc. Le blanc, c'était les meubles. Le rouge, c'était les objets de déco. Le noir, c'était les petits objets de déco. Et au milieu de son salon, il avait un endroit chez nous qui sommes de l'Ouest, parce que moi je suis de l'Ouest, et lui aussi, je crois qu'il était de l'Ouest. Chez nous, souvent, il arrive que certains notables aient des espaces un peu traditionnels avec tabourets, coris, donc des petits trucs comme ça, non. Chez nous, c'est normal. Mais là, c'était en plein milieu de son salon et ça m'a semblé être très bizarre. Je vous explique un peu comment la maison était pour que vous puissiez comprendre. Donc, après être entré, puisqu'on a pris l'ascenseur, après être entré chez lui, il y avait une porte à gauche, c'était la porte des toilettes, 2 portes à droite et une porte au fond. La porte du fond, je pense que c'est la porte de sa chambre. À gauche, les toilettes. À droite, c'était la première porte, c'est la porte de la cuisine. La deuxième, c'était la porte du salon. Donc, la cuisine était directement collée au salon. Sauf que quand tu étais dans la cuisine, il y avait une porte qui menait au salon. Donc, j'ai mis mon téléphone en charge. Je me suis assise. Il m'a demandé, tu vas boire quoi? J'ai du vin. Il m'a apporté une bouteille de vin qui était déjà ouverte. J'ai dit non, non. Je veux une boisson hermétiquement fermée. Quand j'ai dit ça, c'était fait exprès. C'était pour qu'ils comprennent que je suis en train de voir où tu veux m'emmener. Et je sais, enfin, je suis en train de te voir venir. Il a souri. Il m'a dit, OK, si tu veux, je t'apporte une canette de Malta ou bien de l'eau. J'ai dit que non, je vais boire de l'eau. Il m'a donné l'eau, même cette bouteille d'eau, je vous assure, je n'ai pas pu la boire. Donc, il m'a dit, je vais aller me débarbouiller. Il est allé dans sa chambre. Quand il est parti dans sa chambre, il a mis du temps. Et entre-temps, il a tapé. Heureusement pour moi, il a mis peut-être 45 minutes. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Où il faisait ses incantations, où il faisait quoi. Il a mis vraiment du temps. Et entre-temps, j'avais l'impression que j'étais entourée de gens. J'avais l'impression qu'il y avait des gens dans la cuisine. J'avais l'impression qu'il y avait des gens dans le couloir. J'avais l'impression que je n'étais pas seule, que j'étais observée. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit où vous ne vous... Quand vous avez l'habitude de prier, vous avez un 6e sens. Donc, vous avez un esprit qui vous dit que ici, là où tu es, ce n'est pas bien. Et justement, je priais beaucoup. Donc, j'avais quand même des pressentiments là. J'ai voulu faire pipi. J'avais tellement serré que un moment, j'ai dit que si je ne me lève pas ici, là, je vais faire pipi sur moi. Et déjà que j'avais très peur. Donc, j'ai pris tout le courage du monde entier. Je me suis levée. Je suis allée aux toilettes. En marchant pour aller aux toilettes, j'ai eu l'impression que j'ai fait 30 minutes juste pour quitter de la chaise où j'étais assise pour la douche. J'avais l'impression qu'on marchait avec moi. Je suis allée aux toilettes, je n'ai même pas pu m'asseoir sur le pouce. Je suis restée debout, j'ai fait pipi. Je vous dis que j'ai fait pipi peut-être en 2 secondes, tellement j'étais pressée. Je n'ai même pas eu le temps de m'essuyer. Je me suis vite habillée, je suis allée m'asseoir. Quand il revient donc, il revient peut-être après 45 minutes ou bien 50. Donc ça a bien perdu le temps. Il revient, il s'assoit. C'est à ce moment qu'il se met à me toucher. Il fait un peu comme s'il veut m'embrasser. Mais moi, je commence à le repousser un peu. Il me dit que non, tu ne penses pas qu'il est temps. Ça fait quand même longtemps qu'on discute et tout et tout. Et moi, je reculais. Donc, il ferme les yeux. Enfin, il ferme les yeux. Il rapproche ses lèvres. Il veut se rapprocher de mes lèvres. Enfin, il veut m'embrasser. Vous avez suivi. À ce moment, je commence à entendre comme des pas au niveau de la cuisine, comme des gens qui cognaient au niveau de la cuisine. Comme je vous ai dit qu'il y avait une porte entre le salon et la cuisine. J'entends des pas, comme des gens qui marchent, comme des gens qui parlent. Je repousse, je lui dis que, mais j'entends des voix. On est avec qui dans la maison? Il me dit non, c'est personne, c'est peut-être les voisins du haut qui sont en train de déplacer les meubles. Je lui dis non, j'entends des choses dans la cuisine. C'est comme s'il y a des gens dans la cuisine. Il me dit non, nous sommes ici seuls. Il s'énerve. Et quand il s'énerve, je prends peur et je reste tranquille.
quand il se rapproche vers moi, à ce moment maintenant, j'ouvre les yeux. Il a juste le temps de poser ses lèvres sur moi. Donc, je décale. Et quand j'ouvre les yeux, je le regarde. Je vous assure, le noir de ses yeux est monté. On ne voyait que le blanc. Et sa peau était, puisqu'il était très proche de moi, sa peau était devenue très moite et froide, comme quelqu'un qui sortait du frigo. À ce moment net, mon téléphone a sonné et je l'avais mis en charge au niveau de la salle à manger. C'est-à-dire que c'était comme une libération. Je l'ai poussé. Je suis allée prendre le téléphone, j'ai décroché et j'ai mis le haut-parleur. Allô, tu es où depuis que j'attends? Je t'ai dit que je vais me faire une course, non? Rentre rapidement, va ton père qui t'attend. Ma copine a joué le jeu parfaitement, donc elle m'a grondé. Comme elle a grondé là, j'ai dit d'accord maman, j'arrive, j'ai raccroché, j'ai pris mon sac. Je n'ai même pas voulu comprendre ce qui s'est passé. J'ai pris mon sac. Heureusement pour moi, la porte n'était pas fermée. Il n'avait fermé ni la porte principale, ni la porte du salon. J'ai pris mon sac, je suis sortie. J'ai ouvert la porte principale. Donc, je l'ai attendu dehors. Quand il se lève, il sort. Il me dit que il était très énervé. Il avait les yeux qui étaient rouges. Il me dit, tu passes? Je dis, oui, il y a ma mère qui est en train de m'appeler. C'est comme ça qu'il me dit, ok, au revoir. Il claque sa porte. Même prendre l'ascenseur, on est au 5e niveau, je n'ai pas pu prendre l'ascenseur. Je me suis dit que je peux prendre l'ascenseur là et il me coince dans l'ascenseur ou quelqu'un apparaît là-bas. J'ai pris les escaliers, je n'arrivais pas à marcher. J'étais toute tremblante. J'ai même failli m'écrouler. Donc j'ai failli perdre connaissance tellement j'étais dépassée par la situation. Quand je suis sortie de l'immeuble, là, j'ai regardé derrière moi, j'ai dit Seigneur, merci. Comme tu m'as sorti de cette situation-là. Déjà que je n'étais jamais montée dans la voiture d'un inconnu, je ne vais plus jamais le faire. Et je vais écouter mon instinct. À chaque fois que mon instinct me parle maintenant, même si c'est pour 1 million, je ne bouge pas. C'est comme ça que je suis sortie de là. Le monsieur a passé le temps à m'écrire le soir là. Reviens je suis désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'étais très énervée. Je lui ai dit non, mais on s'écrivait. Je lui ai dit non, mais ma mère m'a appelé. Je comprends pas pourquoi tu étais énervée. Il me dit non, ne t'inquiète pas, je ne suis plus énervée. Reviens, on va gérer. Le monsieur qui avait l'habitude de me donner l'argent, même un vieux billet de 1000 francs, je n'ai pas reçu. Je t'ai dit que je n'ai rien reçu. Je suis partie de sa maison. Même son argent, même s'il m'avait donné, je n'allais même pas prendre. Tellement j'étais effrayée. J'ai oublié de vous dire que la première fois qu'il m'a donné 30 000, j'ai pris cet argent, j'ai mis dans la Bible. Ça a dormi dans la Bible. C'est quand je me suis réveillée le matin, j'ai ouvert la Bible, j'ai récupéré l'argent que je me suis dit intérieurement que son argent ne va rien me faire. C'est comme ça que j'ai commencé à manger l'argent du monsieur. Mais je ne lui demandais pas. Donc c'est juste à chaque fois qu'on se voyait qu'il me remettait le transport. Après ça, j'ai bloqué le monsieur. Donc comme il m'écrivait avec insistance, il passait à m'appeler. Et rendez-vous compte que je ne lui avais jamais donné mon prénom. Je lui avais donné un faux prénom. Donc, il ne connaissait pas comment je m'appelle. Il n'avait pas mon nom de famille. Il ne connaissait rien sur moi. Il n'avait aucune information. Mais moi, je connaissais quand même son prénom et son nom de famille. Mais son nom de famille, j'ai oublié. Je me rappelle juste de son prénom. Si c'était même un vrai prénom. L'histoire est finie comme ça. Ça m'a servi de leçon. J'ai raconté l'histoire à ma mère peut-être une semaine après. Et j'ai raconté à ma copine. Qui m'avait appelé là. Et celle avec qui j'étais allée au départ, j'étais au départ, avec qui j'avais rencontré le monsieur, c'est cette année que je lui ai raconté l'histoire. Donc elle n'était pas au courant. C'est vrai que je suis quelqu'un qui bavarde pas beaucoup. Quand quelque chose m'arrive, je garde ça pour moi. Vraiment. Et souvent même, j'oublie de raconter aux gens. Donc à ma copine avec qui j'avais rencontré le monsieur, j'ai raconté l'histoire là cette année. Et puis, c'est comme ça que l'histoire est finie. Donc, s'il y a une leçon à tirer, c'est arrêter d'avoir les longs yeux sur les choses des gens. Arrêtez d'avoir les longs yeux et suivez votre instinct. Quand ton instinct te dit ne pars pas, ne pars pas. Parce que je ne sais pas ce qui me sera arrivé. J'aurais pu perdre ma vie. J'aurais pu choper quelque chose ou bien perdre mes étoiles ou bien devenir l'ombre de moi-même. Je crois que je n'ai rien eu parce que aujourd'hui, je n'ai pas de problème en particulier. Mais laissez-moi vous dire que j'ai rencontré le monsieur l'année dernière. Et je pense que je reviendrai vous raconter la suite de l'histoire. Parce que je crois qu'il y a un lien entre ce que j'ai vécu après l'avoir rencontré et le monsieur. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est vrai que je suis à 21 minutes. J'ai vraiment fait l'effort de ne pas trop rentrer dans les détails, de ne pas me répéter. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 4e histoire. Bonjour, bonsoir à DMG et toute la communauté de DMG.
Moi, c'est Caïman. Bon, l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de mon voisin. Mon voisin du lycée. Voilà. Euh, L'histoire se passe en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, nous étions en classe de seconde. Donc, nous, on était la première promotion de la classe de seconde dans le lycée. Dans le lycée, auparavant, c'était un collège. Et nous, on était la première promotion de la seconde, qui fait que dans le collège devient automatiquement lycée. Donc, cela a permis dans la région, que plusieurs élèves viennent dans le lycée. Et mon voisin, lui, il venait de la région voisine, dans la ville voisine plutôt. Il venait de Biancouma et moi, je venais de Mans, c'est-à-dire la région des montagnes. Et donc, nous étions en classe de seconde. Lui, il était parmi les 5 premiers de sa ville. Donc, ce qui lui a permis de venir dans notre établissement. Faut dire que non, nous, on était en seconde C. Voilà. Donc, lui, quand même, il était intelligent, il était très intelligent. Voilà, faut le dire. Donc, nous étions là comme ça, après 3 mois de cours, et on donne le congé. Le congé de fin d'année, bon, il sait pas, le congé de décembre. Voilà. Le congé de décembre, bon, lui, il décide de rester parce que son père est instituteur dans la localité où on est. Donc, je crois bien dans la nuit du 24, le 24 au 25, dans la nuit, on se croise. On se croise en bordure de goudron où il y a le bruit, il y a les maquis par-ci, par-là, et on se salue. Et comment tu vas, ça va, tout ça. Et après, on se laisse. Quand on se laisse, je n'ai même pas fait 5 pas. En même temps, je vois un gars qui vient en moto à vive allure. En même temps, bon, le motard m'a dépassé. Je me suis dit que bon, il n'y a rien, c'est comme d'habitude. J'entends en même temps dans les caniveaux du bruit dans les caniveaux en même temps. Donc, le motard a cogné mon voisin. Vous voyez, mon voisin de classe. Sa tête a percuté le goudron en même temps. Je me retourne en même temps. Je vois que non, les deux sont dans le caniveau avec la moto. Merde. Donc, comme il y avait des amis autour, ils ont commencé à appeler à l'aide, à l'aide, à l'aide. Bon. Le motard s'est levé en même temps, il s'est enfui. Donc, on fait comment? On est tous des adolescents là. Donc, on commence maintenant. Bon, on est dans la localité, il n'y a pas de pompiers. Ce n'est que des gendarmes seulement. Ah! Bon, on a commencé à appeler les grandes personnes. Bon, ils sont venus, ils l'ont pris en même temps. Alors, bon, on avait l'un de nos amis qui s'appelait délégué. Lui, lui a dit que bon, comme lui, il est bien beau être délégué en même temps. Bon, il est parti là, copain, à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, mon voisin, il est inconscient. Il ne parle plus. Il est évanoui en même temps. Donc, ils ont tout fait. Bon, ils ont essayé de le réanimer. Bon, ça allait. Après, ils l'ont conduit à Montville. Donc, ils ont essayé de faire les soins. Donc, les 2 semaines de congé, elle a fait ça à l'hôpital. Et son père l'a ramené au village, dans les villages. Bon, après ça, elle a repris les coups. Quand on a repris les coups, mon voisin qui était bien intelligent, tout. Un jour, on était en train de faire les cours de maths et on lui dit d'aller résoudre une équation je crois bien, de second degré. Il n'arrivait pas. Le taux tableau était bloqué.
Pourtant, c'est un mec très, très intelligent. Les équations de seconde degré, ce sont des équations qu'on fait en classe de troisième. Donc là, ça, c'est élémentaire pour un élève de seconde C. Tu vois? Donc, c'était un peu bizarre. Les gens disent qu'il a perdu la tête. Bon, au fur et à mesure, quand on donnait les petits congés, il partait au village. Bon, on essayait de le soigner. Après ça, bon, ça allait. On a fait la classe de seconde, on a terminé. Bon, c'était bien, c'était moyen. En classe de première, bon, ça allait mieux maintenant. On a fait la terminale ensemble. Après ça, bon, moi, il y a eu mon bac, il l'a pas eu. Donc, moi, j'ai continué mes études. Je suis allé à l'université, lui, il est resté. Bon, après ça, maintenant, il a eu son bac. Comme il était bien, il était intelligent, donc il a commencé à retrouver ses facultés intellectuelles. Il a eu son bac, je crois bien avec mention. Donc, il a affecté à Abidjan. Il allait faire les études de médecine. Un jour, je l'appelle, il dit, ah, mais mon gars, c'est comment? Il dit, bon, la médecine, là, c'est pas facile. Hein, bon. Il a dit que non, il allait laisser. Donc, son père, bon, comme il avait des relations, donc il a passé le concours de police. Quand il passe le concours de police, je crois bien, dans notre groupe, celui qui était le premier fonctionnaire, je crois bien, il sort officier de police. Donc, on était tout en joie, Marie, on ne s'est pas vu, mais sur les réseaux, on causait. Donc, le gars décide maintenant d'aller saluer ses parents parce qu'il a fait, bon, je crois bien, 3 ans à Abidjan. Il allait saluer ses parents au village. Ils ont fêté ça. En heure, on lui avait donné, bon, 1 semaine, 2 semaines comme ça pour son congé. Les 2 semaines finissent. Son supérieur l'appelle, bon, hey, mon officier, tu dois remonter, il doit te mettre en mission. Il dit, viens, il n'arrive pas. Ah! Donc, c'est un autre pote à moi maintenant qui m'appelle pour dire que, ah, Caïman, comment tu vas? Ton voisin là, bon, il allait au village pour aller fêter son grade là, bon, ça va pas, hein? Les vieux du village l'ont aveuglé, donc il ne voit plus la route. Dans le spirituel, quoi, tu vois. Il ne voit plus la route du retour. Donc, le gars, il est là-bas. Actuellement, il ne pas, il est là-bas, hein? Il est là-bas, bon. Chaque matin, il prend sa machette, bon. Il va au champ, il se retourne. Même la route qui mène vers la ville, il ne traverse pas cette route-là pour aller vers la ville. Donc, c'est-à-dire, dans le spirituel, même lui-même, ils ont fermé les yeux. Il ne doit pas voir le retour, il ne doit pas voir la route de la ville même. Donc, sur les réseaux, quelquefois, quand ils se connaissent, ils demandent à notre pote de lui faire des transferts de 200, de 300. Ah, officier, notre officier demande des transferts de 200, de 300. Un jour, je l'appelle, je me joue les étonner. Ah, mon gars, c'est comment? Il dit, il faut me faire transfert de 200 d'abord, avant qu'on va causer parce qu'il n'a pas d'unité. Je crois bien, je l'ai fait. Bon, il lui demande comment ça va. Il dit, ouais, lui, au village, il est venu fêter. Il dit, mais il est venu fêter, la fête, ça finit pas. Il dit, oh, laisse ça. Actuellement, je dois faire mes plantations. Plantation comment? Officier va faire plantation en Côte d'Ivoire ici. Il n'a pas la retraite. Donc là, c'est devenu compliqué. Je ne sais pas si ses parents ont vu l'envergure du problème, mais c'est chaud actuellement. Le gars, mais quand tu lui parles d'Abidjan, il s'énerve. Il dit, mais ça c'est autre chose. Hein. Ah, c'était ma petite histoire. Bon, je ne sais pas. Tout le monde va tirer une histoire. Tout le monde va tirer une leçon dans cette histoire plutôt. Merci bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. Bon, likons, commentons, partageons. C'est Jess. En fait, je voulais vous raconter une histoire pour attirer l'attention des parents sur le fait que les enfants partent souhaiter les bonnes années à des gens, quoi. Parce que quand la bonne année, le jour de l'an arrive, souvent les petits-enfants, ils partent, bon, dans certaines régions, je ne sais pas si ça se passe partout, mais dans certaines régions, ça se passe.
Les enfants prennent, ils coupent peut-être des fleurs, des trucs comme ça. Ils partent dans les maisons des riches, des gens qui sont considérés comme riches pour aller souhaiter la bonne année. Donc, voilà. Et en contrepartie, on leur donne un peu d'argent. Vous voyez un peu. C'était pour attirer l'attention des parents par rapport à ça. Pour dire que vraiment, les parents, il faut arrêter de le faire. Je le dis pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans une famille assez aisée et j'avais remarqué quelque chose. C'est que à chaque fois que les petits-enfants du quartier euh, venaient donner soit les fleurs de bonne année ou les quoi, machin à ma maman. Donc, enfin, la majeure partie du temps, c'était des fleurs hein, qu'ils cueillaient. Là, tu vois, même petit truc de fleurs, truc de fleurs, de rien du tout. Juste parce qu'ils veulent qu'on leur donne peut-être un 200, un 500 et tout, des tout petits enfants. Alors, parfois, quand les gens les petits enfants là venaient, elle leur faisait toujours, à certains, pas à tous, mais le signe de croix. Vous voyez le signe de croix qu'on fait pour marquer que quelqu'un est décédé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parfois même sur les photos, quand quelqu'un est déjà décédé sur une photo, on fait une croix sur le visage de la personne comme ça. Donc, elle faisait souvent des signes de croix comme ça sur les visages de certains enfants. Vous voyez un peu d'autres, à d'autres, elle ne le faisait pas, mais à d'autres, elle le faisait. Alors, comme moi aussi, j'étais toute petite, je ne comprenais rien. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris que, en fait, le signe là, c'était pour cacher l'étoile de tous dont les enfants qu'elle voyait que c'était des enfants qui avaient une grande destinée. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle t'appelle, oh, viens, vraiment, viens prendre ça. Toi, tu auras 500. Elle prend 500. Elle, elle te donne. Après, elle te dit, viens, viens, viens. Elle t'appelle poliment, gentiment, là, avec beaucoup de gentillesse, vraiment. Et puis, elle te fait le signe de croix. Bye, hein. Ah, vous voyez un peu. Et avec le temps, quand moi j'ai grandi, moi j'ai su que c'était quelqu'un qui était spirituellement stable, qui fréquentait les marabouts, des trucs un peu du genre. Bon, ça c'est une autre histoire, mais je voulais vraiment interpeller les parents à ne pas laisser leurs enfants, cette affaire d'aller dire les bonnes années dans les camps des personnalités, des personnes riches là. Vous ne connaissez pas comment ils ont fait pour avoir leur argent. Vous ne connaissez pas comment ils ont fait pour avoir le statut qu'ils ont, le poste qu'ils ont dans la nation ou quoi que ce soit. Vous ne connaissez pas comment ils font pour que leur business prospère. En tout cas, et puis vous laissez vos enfants, ils vont déambuler comme ça de maison en maison, aller dans les quartiers des gens, aller toquer, dire les bonnes années et tout ça. Surtout qu'à cette époque-là, c'était une maman qui était réputée pour être maman généreuse, hein, une maman très généreuse. Et j'attire même encore l'attention des gens ici aujourd'hui. C'est vrai, il y a des histoires qui disent que oh, la générosité est bien, ça nous sauve. C'est vrai, ça c'est une vérité. Mais je vous assure que avec le temps, moi j'avais compris que cette maman-là, sa générosité était comme une forme de piège. Ça veut dire quoi? Quand ton enfant avait une grande étoile, un bel avenir, ou bien ton enfant était le plus intelligent de ta maison, elle te dit qu'il faut m'envoyer ton enfant là, ici. Je vais t'aider en payant son école et tout, comme toi tu n'as pas les moyens. Donc elle cherchait les enfants des pauvres là. Elle les recueillait dans la maison. Elle dit que, oh, elle va payer ton école, elle va faire ceci, mais je vous assure que tous les enfants qui sont passés dans cette maison, personne n'est quelque chose. Je dis tout le monde, personne n'est quelque chose. Si vous voyez quelqu'un qui a réussi, ça veut dire que cette personne-là a véritablement cherché Dieu. C'est-à-dire que le genre que tu as finalement compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ta vie, non? Et puis maintenant, tu as cherché la face de Dieu. Dans les prières, les jeûnes, aller, tu sais pas, marcher vraiment, comme on dit souvent. Parce que quand on dit marcher, là, il y a ceux qui marchent pour aller chez le marabout, il y a ceux qui marchent pour aller à l'église. Donc, chacun connaît là où il part. Mais la majeure partie, je vous dis, tout le monde qui a habité dans cette maison, personne n'a réussi dans sa vie. Ce sont des gens qui souffrent. C'est-à-dire, ils ont toujours les métiers bizarres, un genre. Je dis, personne ne s'en sort qu'on va dire qu'il est stable. Personne, je vous assure, je vous dis personne. Sauf ceux-là qui, à un moment, ont compris qu'il
il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, ils vont te dire que, bon, moi, je suis entré dans les prières, vraiment, ma vie, ça ne donnait pas, et tout, et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une stratégie de sa part. Parce que moi, je l'ai compris comment. Parce que quand j'étais petite, j'étais quelqu'un qui voyait beaucoup des choses et tout. Et bon, à cette époque-là, elle avait dit qu'on m'appelle sorcière et tout. Mais plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, même c'est moi qui avais raison. Et je me suis rendu compte aussi que Dieu m'avait accordé la grâce du discernement, de comprendre un certain nombre de choses, de voir même certaines choses. Parfois, je pouvais voir quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Il y a longtemps, comme je vous ai dit dernièrement, là, que Dieu avait ouvert mes yeux pour que je voie ce que le concierge de l'immeuble où je louais avait fait, qu'il était allé avec mon argent dans les huttes des villages où on fait des trucs un peu de sorcellerie et tout. Donc, je vois, parfois, ça m'arrive que je peux voir quelqu'un comme ça, je vois ce qui ne va pas dans ta vie, ou alors je sais comment tu es. Peut-être c'est un peu comme quelqu'un qui te dit, comme tu vois telle personne, regarde, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il fait ceci, il fait cela, méfie-toi de lui. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc, c'était pour attirer l'attention des gens sur vraiment cette affaire d'aller dans les maisons des riches là, parce qu'ils se disent que bon, comme la maman là, oui, la tata là est généreuse, elle va nous donner l'argent et tout, ça va nous faire beaucoup d'argent pour le début d'année. Vous ne connaissez pas vraiment ce qu'on peut faire avec vos enfants là-bas. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à faire beaucoup de mal dans des contrées, dans des villages dans lesquels ils vivaient, parce que à cette époque-là, on n'était pas autant éveillé que maintenant. Or, là, maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, on apprend beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, et beaucoup de leurs stratégies sont aussi exposées, ce qui nous amène à être encore plus prudents. En fait, c'était ma petite histoire. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour DMG TV, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter mon histoire. Je suis une Ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire. À l'ouest, centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville qu'on appelle Daloa. Et pendant le confinement, moi j'étais à Daloa. Ma petite soeur qui me suivait, je lui donnais le nom de Anicette. Anicette, elle était à Abidjan. Elle était mariée là-bas, à Abidjan là-bas. Et donc pendant le confinement, ma petite soeur m'a appelé comme ça un jour pour me dire que, ah vraiment, je suis malade, ça ne va pas chez moi. Je suis malade, ça ne va pas chez moi. Il dit, mais tu as quoi? Elle dit, j'étais à l'hôpital, on m'a détecté un cancer du sein. Ah Seigneur, je vais faire comment pour venir à ton chevet? Ce moment, il y a Covid. Les voies sont barrées, les véhicules ne circulent pas, je vais faire comment? Eh Dieu, tiens bon. Je prie pour toi. Puis, elle était à Abidjan, moi j'étais à Daloa. J'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Et après le confinement, je suis parti là-bas. Je suis parti, après le confinement, je suis parti là-bas. Je suis parti, mais son état même c'était critique même. Il était déjà à la phase terminale. Rapidement comme ça, cancer rapide comme ça, il était déjà à la phase terminale. Ah, ça m'a fait mal. Je voyais ma petite soeur me quitter comme ça. J'allais faire comment? On avait déjà perdu nos mamans, j'étais comme leur maman. Et ma petite soeur et moi, on était très liés, on faisait tout ensemble. Eh Dieu, c'est comme ça, ma petite soeur est décédée. J'étais inconsolable. J'ai pleuré à Nicette. Et lors des funérailles, même le corps même était encore à la morgue. Et je pleurais. Puis, il y a sa belle-soeur qui était à côté de moi. Elle me consolait, j'étais inconsolable. Elle me consolait, et puis après, je me suis calmé un peu. Sa belle-soeur, la sommeil, a pris un peu. Mais son portable a commencé à sonner, sa belle-soeur là. Son portable a commencé à sonner, ça a sonné.
Ça a sonné, n'a pas de coucher. Ça a sonné, c'est coupé, ça a sonné 3 fois. Ah, tante, on devait tenter depuis ton portable, son, tu dors. Elle s'est réveillée en sursaut, elle a pris le téléphone pour voir qu'il avait appelé appel en absence. On voit qu'il avait appelé. C'est le numéro d'Anicette. Le numéro d'Anicette qui est sur l'écran comme appel en absence. Des choses bizarres. La puce d'Anicette était... J'avais enlevé la puce d'Anicette, j'ai mis ça dans... Comment on appelle ça? Dans mon sac à main. Dans mon porte-monnaie plutôt. J'ai emballé la puce, j'ai mis dans mon porte-monnaie parce que je voulais garder la puce là. Je voulais garder sa puce là. Voilà. Je voulais avoir ce numéro là quoi. Donc, c'était vraiment un mystère. On dit, mais voilà, c'est Anicette qui a... C'est le mot d'Anicette qui a sonné. Mais Anicette, j'ai dit, mais la puce d'Anicette est dans mon porte-monnaie. Comment elle appelle? Je dis, bon, c'est pas possible. Ça peut pas être possible. Puisque la puce est là. La puce n'est pas dans un téléphone. Donc, on a qu'à bien vérifier bien le numéro là, si c'est vraiment celui d'Anicette. On a composé tous les numéros, on a vérifié. C'était le numéro d'Anicette. Les gens m'ont dit, faut plus pleurer. Et ta soeur qui vient te consoler dit, faut plus pleurer. Et depuis ce jour-là, devant les gens, je ne pleurais pas. Mais quand je suis seule, vous savez, hein, c'est pas facile. Perdre un être cher. Et quand je suis seule, je pleurais. J'étais en pleurs jusqu'à ce que mon petit frère aussi, que je vais appeler Cédric, et que lui aussi, il soit tué d'un accident de moto. KTM, petite moto KTM, mystérieusement. Donc là, c'était mon histoire. Partagez, likez, commentez. Et puis, bonne journée. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez un like, commentez, partagez. C'est pour sauver des vies. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le +237 655 81 90 17. Et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Les directs, c'est les mercredis et vendredis sur TikTok, DMG TV. Donc, ciao, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à DMG Productions, s'il vous plaît. Et laissez vos impressions en commentaire. Orientez-nous. Si vous avez des histoires que vous aimeriez que nous réalisons, mettez ça en commentaire et puis on va réaliser. D'accord, merci.